Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de livres, bonsoir Koulsoum, mais juste avant, on va quand même lancer le jingle, c'est Cosmo Réunionnais. Alors Koulsoum, bonsoir. Cagnard. Alors bonsoir Agnès Antoire, la directrice de la revue Cagnard. Bonsoir Jocelyne Leblaise, qui est autrice de 2 romans dont on va parler et qui intervient aussi, qui a écrit aussi pour Cagnard des nouvelles. Alors on rappelle que Cagnard c'est un recueil de nouvelles et que là le numéro 9 est sorti avec sa belle couverture. Alors, tout le monde reconnaît bien sûr la case créole avec ses portes en bois, avec ses... Et il y a même le... J'allais dire la gouttière, vraiment... Le lambrequin. Le lambrequin, oui. Et donc, dans ce nouveau Cagnard, vous avez encore toute une palette d'auteurs, dont Catherine Coulombelle, Emmanuel Jeanvrin, Élodie Lorette, et bon, enfin, j'en oublie, et puis bon, Jocelyne Leblaise, Julie Legrand, enfin, je dois en oublier encore pour ces romans. Alors, le choix de cette nouvelle, de ces nouveaux auteurs, des nouveautés, des nouveaux qui rentrent, d'autres qu'on ne retrouve plus par rapport à l'ancien. Oui, alors il y a les auteurs dits historiques et puis ceux qui petit à petit se sont, imposés dans Cagnard, comme Jocelyne, dont les nouvelles sont toujours très intéressantes. Et il y a de jeunes autrices, effectivement, parce que je dis autrices parce que curieusement, alors qu'au début, Cagnard était un recueil de nouvelles essentiellement d'auteurs masculins, petit à petit c'est féminisé parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent et qui osent maintenant se faire publier. On le voit sur les salons d'ailleurs. Alors effectivement, on a voulu, un peu comme l'a fait le Cri du Margouillat, lancer de jeunes autrices, donner leur chance à côté d'auteurs confirmés, donner leur chance à de jeunes autrices. Alors vous avez cité Élodie Lorette, mais depuis le numéro 8, il y a Ophélie Sautron. Il y a, depuis le numéro 7, il y a Estelle Coppolani, qui est une jeune autrice qui est actuellement en résidence d'artiste à la BDR. Et voilà, il y a donc Nathalie Hermine aussi. Il y a Nathalie Hermine qui écrit depuis très longtemps et qui est rentrée à La Réunion et qui continue à écrire pour Cagnard. Donc cela fait 2 numéros peut-être. Voilà, effectivement, et qui a publié également un recueil de nouvelles chez Poisson Rouge. Ah oui. Donc voilà. Et donc Jocelyne Leblaise, on vous avait déjà reçu pour des fenêtres sur l'océan. Et là, vous revenez avec un pont sur l'océan. Que qui est la suite du premier. Qui est la suite du premier. Vous l'avez pas quitté, notre petit Angelo? Non, j'ai pas pu. Donc, et puis j'ai des lecteurs aussi qui m'ont dit, des lectrices qui m'ont dit, mais qu'est-ce que devient Angelo? Pourquoi? Voilà, il faut une suite. Donc je m'y suis mise. Donc on va rappeler que ça raconte donc l'histoire de ces Piémontais qui ont vécu à La Réunion. Donc Angelo le rencontre en bas de la rivière. Et puis ensuite, donc vous partez dans l'histoire. Et le pont... Je vais quand même faire la petite mise au point. Alors, quand on parle de Piémontais, on parle de quelle nationalité? Alors, ils sont italiens et ils viennent du Piémont, qui est donc une région du nord-ouest de l'Italie. Donc, qui est juste à côté de la France, en fait. Oui. Et donc, on le retrouve dans le second, dans la suite, où il arrive à Marseille, il débarque, et donc il va poursuivre ce rêve qu'on voit déjà se dessiner dans le premier. Il va poursuivre ce rêve à l'intérieur, et puis aller retrouver cette école. Dont il rêvait. Dont il rêvait et qui... Tout à fait. Et son arrivée donc en métropole, surtout à Marseille, ça va être un choc de culture. À quelle époque? 1899. Donc, à l'époque où les premiers sont arrivés à Non, les premiers Piémontais qui sont arrivés pour construire les tunnels, c'était en 1878. Ah, d'accord.
Ils sont repartis en 1881 pour la plupart. Il y en a quand même quelques-uns qui sont restés, hein, justement. Et donc Angelo rencontre un de ces Piémontais qui est resté dans l'île. Et donc il va lui parler de l'histoire de l'histoire du chemin de fer d'abord, et puis également de l'histoire de ces Piémontais qu'on est allé chercher spécialement pour percer les tunnels. Et donc il y a un lien très fort qui s'établit entre Angelo, donc le petit créole du bas de la rivière, et Antonio le Piémontais. Et ça va lui donner l'idée de partir en Italie pour aller étudier dans une école spécialisée dans les métiers du bâtiment. Être maçon, oui. Pour être maçon, parce qu'il y avait très peu de maçons quand même à La Réunion à cette époque-là. Oui. Alors pour revenir à Cagnard, donc le fil conducteur, là vous avez choisi donc tous ces auteurs avec tous ces... qu'est-ce qui regroupe, qu'est-ce qui fait que voilà, les avez regroupés autour d'un thème précis? Ah non, justement, ce qu'on aime faire dans Cagnard, c'est proposer une diversité de thématiques et une diversité d'écritures. Mais chaque fois, on est assez exigeant sur l'écriture, tout de même. On recherche chaque fois une originalité, une singularité qui puisse intéresser les lecteurs. Alors, en ce qui concerne, par exemple, ce numéro 9, là, il s'ouvre sur l'histoire d'une chanson, Adécalum. Et donc, c'est à la fois une référence, bien sûr, à Daniel Waro et aux frères Adécalum, l'histoire des frères Adécalum. Ça a été écrit par Emmanuel Jeanvrin. Et il se termine sur un texte de Bruno Testa, qui fut journaliste pendant assez longtemps au Quotidien, voilà, et qui raconte une soirée avec Alain Lorraine, qui était son ami, et que moi aussi j'ai bien connu. Donc, j'aimais cette idée d'ouvrir sur... une chanson, un poème en quelque sorte, et terminer sur un auteur que les Réunionnais affectionnent et lisent beaucoup. Voilà. Et au centre du livre, ça a été un peu mon armature, au centre du livre, il y a une nouvelle de Nathalie Valentine Legros qui a... par coïncidence ou par inspiration, je ne sais pas, a un petit rapport avec la couverture, parce que ça se passe lors d'un cyclone, et c'est toujours l'histoire d'une tribu, je dis tribu parce que la nouvelle s'intitule Pas de pirates dans la tribu. Et donc, c'est une famille réunionnaise qu'elle suit depuis plusieurs épisodes avec Catléia et plein d'autres personnages au nom assez fleuris, anodines, etc. Et donc, ça se passe lors d'un cyclone et voilà, il y a quelqu'un qui apparaît dans la maison et c'est une très belle nouvelle avec une écriture très métissée et très chaleureuse, beaucoup de chansons qui interviennent et voilà. Et puis voilà, il y a d'autres textes, certains plus intimistes, certains plus narratifs et Jocelyne nous a donné une très belle nouvelle. Et donc vous avez Cagnard a l'habitude d'avoir une nouvelle du monde entier ou russe ou voilà écrit ailleurs pour apporter comme une note de fraîcheur et pour peut-être nous rappeler aussi qu'on est métis et qu'on vient tous d'un peu d'ailleurs. Est-ce qu'on a quelque chose... C'est les paroles de la chanson de Yannick Noah déjà. Oui, déjà. Alors, dans ce numéro-là, pas exactement, mais il y a une nouvelle cependant d'une autrice malgache qui raconte l'histoire d'immigrés, mais en réalité, immigrés ou émigrés, hein, selon quel sens. Marie Ranjanoro. Voilà. Mais bon, ce n'est pas écrit en malgache comme on l'aurait souhaité. Moi, je pensais peut-être que ça serait écrit en malgache. Un jour, et voilà. Mais c'est l'histoire d'un fait divers et c'est plutôt l'histoire de Coréens. Mais disons que c'est l'histoire d'immigrés et donc d'immigrés à Paris. Et donc ça pourrait être aussi à la rigueur des Malgaches. Ça se terminerait peut-être pas de la même manière, mais voilà. Donc, mais cette fois-ci, on n'a pas de texte. Mais j'attends toujours, on en avait parlé avec monsieur, j'attends toujours une possibilité d'avoir une nouvelle mozambicaine. C'est ça que j'aimerais beaucoup. Ben oui, nous aussi. Alors, donc, en parlant des immigrés, dans vos romans, on voit la place qu'ils occupent donc, en France, hein, déjà, parce que là, ils arrivent. Et moi, j'apprenais que les Italiens étaient si nombreux dans la région de Marseille, enfin, là, jusqu'en Italie, là, hein, sur toute la côte, et qu'ils sont...
ils ont subi ce racisme et voilà. Puis le travail des enfants. Enfin, vous mélangez un peu tout ça. Ben, on est au 19e siècle aussi. À la fin de l'extrême fin du 19e siècle, où se met en place peu à peu le droit du travail. Et effectivement, je décris le contexte social de l'époque, et c'est un contexte social qui est quand même assez troublé parce qu'il y a beaucoup de grèves. Et puis il y a aussi ce racisme anti-italien. Alors c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, à cette période-là, donc il y a des difficultés économiques. Et puis on a fait venir bien sûr des émigrés. Pourquoi? Pour les payer moins cher. Hein, c'est toujours d'actualité malheureusement. Et donc ces émigrés, eh bien ce sont des Italiens. Et à Marseille en 1900, il y y avait 18% de la population marseillaise qui était italienne. Oui, et bon, majoritairement piémontaise parce que c'est limitrophe, hein, mais une très forte majorité, une très forte population italienne, oui. Eh ben oui. Et donc ces Italiens, ils sont là, c'est les petites mains qui travaillent de partout, qui envahissent. Et puis il y a une solidarité. Bon, je sais pas si j'ai pas trouvé vraiment de l'affection, mais comme une solidarité qui tient un peu ce jeune là pour arriver à son but, à sa quête. On va pas tout révéler, oui. Mais il y a comme une solidarité. Il trouve quelqu'un qui va lui faire à manger, voilà, et puis il se débrouille, il travaille, vraiment c'est la débrouille quoi. Oui, ben on peut imaginer ce que ça peut être pour un jeune réunionnais qui quitte la Réunion et ce cocon, ce fœtus, cette société qu'il connaît. En plus, Angelo, il ne connaît de la Réunion, il ne connaît que Saint-Denis et la Possession. Oui. Et il débarque dans un monde qui est complètement nouveau. Donc il y a vraiment pour lui un choc de culture. Il y a déjà la langue. Il y a les conditions de travail, parce que les conditions de travail là, il travaille dans une huilerie. Ce sont des conditions de travail qui sont dures par non seulement le travail physique, mais également aussi ces notions de rentabilité, de productivité qu'à la Réunion, il ne connaissait pas. Mais oui, parce que la scène où il doit se faire payer sa journée, mais ça saute parce qu'il arrive en retard. Alors ça, il l'a pas encaissé. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. Effectivement, ici, bon, une journée de coupé parce qu'on est en retard. C'était une matinée seulement. Ah, c'était une matinée. Et on lui coupe sa journée, effectivement. Donc, il découvre en fait ces conditions de travail qui sont très très dures. Et ça, il ne soupçonne pas ça. Et puis, il découvre aussi ce racisme anti-italien. Oui. C'est ce qui donc, pour les raisons dont je parlais, à savoir que voilà, ils étaient payés moins cher. Oui. Voilà. Alors le choc des cultures, vous connaissez puisque vous travaillez avec tous les auteurs oui. un peu partout. Ces nouvelles, bon, la nouvelle c'est pour que à la fin on a cette fin qui dénote. Et donc est-ce que on a quelque chose sur les chocs de culture non. Alors, dans la nouvelle... Parce que comme elle était en rupture, pour tout vous dire, parce que j'ai pas eu l'occasion de le lire, parce que c'était en rupture sur les 2 salons quand je suis allée, donc je les ai pas, j'ai pas vus. Oui, parce qu'il y avait un retard de bateau terrible, donc j'ai pas eu et le jamais temps ce bateau n'arrivait, donc j'ai été obligée de m'en faire envoyer par Ancolissimo, et donc ça a été très vite épuisé. Alors, le choc des cultures, oui, il y a cette histoire dont je parlais de Marie Ranjanour, je suppose qu'on dit. Et donc voilà, il y a ce choc des cultures, d'immigrés qui arrivent à Paris, mais il y a quand même un petit peu, il y a même dans Adécalum, il y a quand même aussi en tout cas des histoires qui concernent les différents milieux, par exemple. Hein. Ça serait ça. Il y a plusieurs. Il y a une histoire également de Nathalie Hermine qui est intéressante et qui a repris un slogan qu'elle avait vu écrit sur les murs de la Cité des Arts à Saint-Denis, et c'était écrit qui a dit que le Nord était le Nord en quelque sorte. Et donc elle réfléchit à cette question-là. Elle réfléchit également au déboulonnage des sculptures et de Maë de la Bourdonnais, par exemple. Oh là là, ça fait un tollé, c'est vrai. Pardon, pas Maë de la Bourdonnais. Non, de Colbert. De Colbert, excusez-moi. Déjà, oui. Et parce que je voulais faire le rapport, dans le numéro 8, il y avait déjà une nouvelle d'Estelle Coppolani qui racontait comment, petit à petit, de manière spontanée, il y avait des gens qui descendaient de la montagne et qui se regroupaient petit à petit en chantant et qui allaient justement
mettre à bas la statue de Maëlle Brodonnet. Donc c'est pour ça que petit lapsus, parce que voilà, je trouve que c'est un peu un écho à cette nouvelle d'Estelle Coppolani. Donc il y a aussi, c'est peut-être pas choc des cultures, mais quand même une réaction contre le colonialisme, contre ces statues qui sont au coin des rues et qui peut-être rappellent une histoire malheureuse, quoi, peut-être. Oui. C'est sûr. C'est sûr que, mais moi, je ne serais pas d'avis du tout de tout enlever. Oui. Il faudra peut-être trouver un juste... Expliquer. Ou rajouter. Ou rajouter des explications. Oui. Rajouter d'autres, par exemple, chez nous ici, rajouter peut-être des chefs marrons. Exactement. Parce qu'on en a eu des chefs marrons tout à fait. À côté de ces statues pour montrer qu'il y avait quand même une sorte de résistance ou de quelque chose comme ça. Même après, ça reste que mon avis. Oui, hein, oui, ça non, mais je pense que ça n'engage que moi. Que c'est quand même l'avis un peu des intellectuels de manière générale. Alors, la suite, parce que le temps presse, et donc les prochains numéros, la prochaine histoire, est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Alors, en ce qui me concerne, oui, je suis en train d'écrire un troisième roman qui est complètement différent, qui n'a plus On rien arrête avec Angelo. Oh, il y a des fois, je me dis, je pourrais faire un troisième volume, mais bon, il faut se méfier quand même, hein. Bien sûr. Donc moi je suis sur quelque chose de complètement différent. Je vais raconter l'histoire d'un jeune qui a subi des maltraitances dans son enfance. Et donc je vais insister sur la résilience. Comment il va réussir à se sortir de ce poids énorme de ce traumatisme. Ah oui, vous aimez ces histoires d'enfants ou de jeunes qui a... En fait, ce que j'aime, je crois que j'écrirai toujours sur l'évolution d'un être humain. Ah, c'est ça. En étant perpétuel. Pour moi, la vie, c'est un long processus d'apprentissage. Et voilà, pour Angelo, effectivement, il découvre le monde et puis ils se construit peu à peu. Et pour le troisième, ce sera pareil, c'est quelqu'un qui va se construire à partir de quelque chose de très douloureux dans l'enfance et qui se construit, ma foi, pas mal du tout. Je suis admirative de cette personne. D'accord. Et pour Cagnard, donc? Alors, pour Cagnard, eh bien, voilà, on a déjà reçu plusieurs textes, un de Jocelyne, des jeunes autrices qui sont très demandeuses, si je peux dire, d'être publiées. Et puis, j'en attends, j'espère, de Johar Ravalosson, par exemple, qui a écrit dans le numéro 8 et que j'ai rencontré récemment. J'ai différentes propositions. Bon, je peux pas dire exactement, mais j'ai déjà différentes propositions. Et donc, peut-être que le numéro 10 sera un petit peu en retard parce que on a pris du retard pour différentes raisons. Et on peut pas prendre plus de retard qu'on a eu pour le numéro 9. Hein. Le numéro 9, avec les actualités, le Covid, les ports qui étaient bloqués, tout ça. C'était le numéro 7 surtout. Ah ouais, c'était le 7 qui était le plus. Le 7 est paru au moment du Covid, mais quand même, il a été assez rapide, je trouvais, le 7. Oui, le 7, en fait, ça a été assez vite diffusé parce que on n'avait pas le livre pays, le salon du livre à Paris. Donc il y a différentes présentations qui ont été organisées, notamment par Marino Perrine au port. On a fait des petits films et finalement les gens qui pendant un moment n'avaient pas pu lire, ils se sont précipités sur le Cagnard numéro 7 qui a très très bien marché avec la couverture de Natacha Eloi. Et pourrais-je dire un petit mot des couvertures, parce que je trouve que ces deux couvertures sont très belles, et ce sont des dessins après le numéro 7 qui était de Natacha Eloi. Là, c'est une couverture de Macarosé, qui travaille comme Natacha pour le Cri du Margouillat, entre autres, et qui a fait un livre double avec Natacha. Et là, c'est Sarah Code, qui a eu un prix récemment, je crois le prix... qui va en tout cas à Montreuil, ou qui est à Montreuil. Et donc c'est Sarah Code qui a fait des études brillantes et qui est revenue ici. Donc je trouve que ce sont de belles couvertures aussi, et ça me fait plaisir que ce soit des dessinatrices réunionnaises talentueuses comme ça.
Oui. Et puis les rayonnés sont friands de recueil de nouvelles. Hein. Donc, oui. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. De manière générale, c'est en train de bien se développer parce que je crois qu'on est dans un moment où le fragment est important. Les gens ont besoin d'avoir en moins de temps. Donc une petite nouvelle de temps en temps, voilà, sur la Réunion ou un autre endroit. Mais voilà, c'est plus vite lu. Et ça on peut l'emporter un petit. Voilà. Dès qu'on l'offre, on a tout de suite une panoplie et on reconnaît des auteurs qu'on a entendu parler à l'île de la Réunion. Oui. Voilà. Donc ça s'offre bien et puis les gens, apprécient. Et c'est vrai que les écritures sont tellement diverses qu'on se régale à lire. Et oui. Oui, il y a ce côté-là aussi. En tout cas, merci pour toutes ces informations et puis pour la présentation de ces ouvrages. En tout cas, on vous attend pour les prochains sur ce plateau. Ce sera toujours avec même plaisir. Merci donc à Agnès Antoine donc pour Cagnard et merci donc à Jocelyne Lebléit pour donc Un pont sur l'océan. Les ouvrages donc qu'on peut retrouver comme aux endroits habituels. Merci Koussou, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Merci je vous dis à bientôt.